Bonjour et bienvenue, mon nom est Dominique Boily et aujourd'hui, chers téléspectateurs, téléspectatrices, approchez-vous un peu là, à la demande générale. Un invité chouchou, un invité spécial, un invité aimé de notre télé est avec nous aujourd'hui. Dans quelques instants, je vous le présente. Bonjour, Monsieur Jacques Sénécal. Bonjour. 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 Alors, je dis à la demande générale parce que nos entretiens ont été écoutés, appréciés. Les gens ont été surpris, ont souhaité avoir de ce contenu-là ensemble. Alors, je suis très, très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Merci encore une fois. J'allais dire Jacques Sénécal, notre grand sage. Je vais vous expliquer pourquoi, mais pour le bénéfice de nos téléspectateurs, téléspectatrices qui n'ont pas eu le bonheur de suivre nos autres entretiens, j'ai envie de vous présenter brièvement. Vous me direz si je me trompe. Vous avez été professeur de cégep. Oui. Ça, c'est vrai. Vous êtes un bon pédagogue. Aussi. D'accord. Alors, vous aimez bien vulgariser l'information, la rendre disponible. Oui, j'ai aussi beaucoup enseigné aux retraités. Oui, exactement. Alors ça, c'est aussi très heureux à travers des cafés philo, entre autres. Oui. Oui, on en parlera un petit peu plus tard. Est-ce qu'on peut vous qualifier d'amoureux des mots? MOTS. Oui, des mots et de la philo aussi, Oui. la philosophie des idées, de la vérité. Oui. J'allais dire amoureux des mots MAUX, mais ça aussi, on ira un petit peu plus loin dans le fait de vivre parfois des insatisfactions, oui. Mais on y va ici avec le mot MOTS. Passionné de philosophie et aussi auteur, parce que c'est pas juste de réfléchir, vous avez placé dans des recueils des réflexions pertinentes. J'en ai écrit une dizaine. À peu près. Oui. Dont le dernier, qui est Une étoile filante entre deux néants. Vous avez aussi rédigé sur le thème des femmes, entre autres, aussi en philosophie. Oui. Sur l'amour. Sur l'amour, exactement. Le cerveau amoureux. Oui. Sur aussi la comparaison entre les philosophies orientales et occidentales, Tout notamment. À fait. Exact. Alors, c'est ce qu'on a fait comme présentation. J'ai envie d'expliquer aussi à nos téléspectateurs, quand on entend le mot philosophie, parfois ça peut soit nous faire peur en se disant c'est pas pour moi, c'est trop compliqué, ça m'intéresse pas. La philosophie, finalement, c'est d'organiser notre pensée à travers des thèmes particuliers, nous amener à parfois douter. Et d'aller chercher de l'information sur ce que les autres, les grands penseurs, les philosophes ont déjà écrit au fil des dernières années, parce qu'on a quand même des philosophes qui sont contemporains, d'autres qui ont écrit il y a plusieurs millénaires. Alors, est-ce que c'est ça un peu l'organisation de notre pensée, la philosophie? Oui, la philosophie, dans le fond, c'est bien défini, ce que vous avez fait. C'est une réflexion sur soi, sur la vie, sur la nature. Et cette réflexion-là doit toujours être accompagnée d'un regard, d'une distance, d'un doute. Il faut que la connaissance et que la vérité que je cherche soit la plus proche, la plus réelle possible. Alors, il faut donc que ma réflexion soit accompagnée d'un doute. D'une distance. Donc, quand on se questionne, c'est comme faire de la philosophie, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on se questionne, on a toujours rapidement les bonnes réponses. Bien, quand on les a trop rapidement, c'est mauvais signe. C'est pas de la philosophie, alors? Bon, c'est mauvais signe. C'est intéressant parce que le référent, on parlait tout à l'heure avant de commencer, de l'instantanéité, de tout ce qui est disponible sur les réseaux sociaux. Alors, à partir du moment où on a une question, on va vérifier, valider sur nos téléphones. La philosophie, il y a la notion de temps. Oui. Hein? Oui, laissez exactement. peut-être, puis vous avez parlé du recul, mais prendre un peu plus de temps pour réfléchir, analyser, puis accepter le délai de réponse. Accepter aussi la difficulté, l'effort, le mystère. Exact. Einstein disait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut comprendre la nature, elle qui est si incompréhensible. Ah oui. Tu sais, il y a du mystère dans la nature. Oui. Il y a du mystère en nous. Alors, il ne faut pas trouver les réponses trop vite. C'est dangereux.
ça prend du temps de trouver les bonnes réponses très rapidement. Alors, il y a du mystère. Puis ce mystère-là, ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement l'éliminer. Il est là, il fait partie du réel. Oui. Et parmi ces mystères-là, il y a notre propre vie, sa propre vie, qui est complexe, mais qui se termine toujours de la même manière, c'est-à-dire la mort. Tu sais, on naît seul, on vit seul, puis on va mourir seul. Oui, oui, oui. Et- Oui, allez-y. Est-ce que vous pensez que faire de la philosophie et réfléchir, on se doit d'être mature pour le faire? oui, oui, parce que Montaigne disait, enfin les philosophes, c'était pas le seul qui disait ça, mais philosopher, c'est apprendre à mourir. C'est sûr que tout le monde passe le test, là. Tout le monde meurt. Il n'y a personne qui est calé là-dedans, là, veut dire, qui est refusé. Tu sais, on meurt, on ne revient pas. Mais il dit quand même, philosopher, c'est apprendre à mourir. C'est-à-dire, finalement, apprendre à bien vivre cette vie mortelle. Ça, c'est difficile. Être à propos, être opportun, ça, c'est compliqué. Parce qu'il arrive tellement de choses dans la vie. Des drames, des tragédies. Oui. Mais la vie, elle est tragique. Alors, il faut donc l'assumer comme telle, joyeusement même. Joyeusement, mais tragiquement. Moi, j'aime bien la philosophie comme étant une joie de vivre, puis en même temps, regarder la tragédie en pleine face. Soyons joyeux désespérément. Intéressant. Là, vous avez dit le mot tragédie. Là. Oui. C'est quand même puissant comme mot. Oui. Hein? Ça peut déranger. Là. Oui. Et Puis si la vie n'est pas tragique, mais elle est dérisoire. Mais elle est toujours tragique. Même pour ceux qui prennent la vie en rose, il y a quelque chose de tragique à travers eux. Continuez. alors, je prends la balle au bon pour expliquer aussi pourquoi nous sommes ici ensemble, encore une fois. Oui, vous êtes notre invité chouchou, mais vous avez accepté, sans aller dans les détails, vous avez présentement une santé fragile. Oui. On peut le dire comme ça. Oui, une santé fragile, une santé, selon les spécialistes, une santé si fragile que je dois m'intéresser énormément au présent, aux instants qui passent, parce que j'en ai pour quelques mois. D'accord. Et même, sans aller dans les détails, ça pourra teinter une partie de notre réflexion. Il y a quelques mois, vous avez été très, très malade Oui. et vous avez même, on vous a fait des propositions d'aide médicale à mourir. Oui. Est-ce que je me trompe? Non, c'est vrai, OK. c'est juste. D'accord. C'est juste. Mais on dirait que le soleil, la joie, l'amour, l'énergie me tient encore en vie. Oui. Puis j'aime l'été, j'aime le soleil. Je regarde les lumières, la lumière, par exemple, dans les peupliers qui sont en face de moi. C'est comme des immenses diamants. Oui. Tu sais, c'est toujours brillant, c'est très beau. Je suis sensible de plus en plus à la beauté. Oui. Puis je prends plaisir à avoir la capacité de jouir, de jouissance, de jouer à manger, à écouter de la musique, à regarder des bons À films. contempler. À contempler. Oui. Oui, chaque instant devient, pour ainsi dire, une sorte d'éternité, là. Oui. Parce que on est toujours dans le présent. Oui. Quand on est jeune, on ne pense pas à ça. On n'est pas sensible à ça. Mais quand on est vieux, puis quand on vient des fois proche de la mort, à tel point qu'elle devient incroyable, mais on est plus sensible à cette beauté-là. On est plus sensible à cette joie-là. On est plus sensible aux instants
au présent, qui est toujours là. Mais qui nous file entre les doigts. Pardon? Qui nous file entre les doigts. Mais non, il ne nous file plus entre les doigts. Il nous file entre les doigts, mais en même temps, ce qui est passé, c'est vrai, c'est passé. Ce qui est futur n'existe pas. Mais entre les deux, on vit le moment présent. Ouais. Ce moment présent, il est toujours là. Mm-hmm. Quand on dit toujours là, ça veut dire qu'il est éternel, ce présent-là. Ouais. Alors, je suis sensible à cette éternité-là qui n'en est pas une. Mm-hmm. Mais je prends les instants comme tels, comme si c'était une éternité. Puis j'en profite et j'en jouis. D'accord. Alors, moi, j'ai pensé à vous depuis dans les derniers mois et puis je vous avais fait la proposition de faire une rencontre ensemble et d'avoir comme pour thème, entre autres, la mort, parce que cet entretien-là, on le souhaite, oui, philosophique, teinté de votre vécu. Donc, tout ce qui relève des savoirs, ben ça, c'est dans vos livres, c'est un peu partout. Maintenant, ce qu'on souhaite avoir de vous, évidemment qu'on a été, on a validé l'information, vous étiez d'accord avec cet entretien-là, c'est de faire appel à votre savoir-être et votre savoir-faire en lien avec la mort. C'est un sujet qu'on aborde, moi je trouve trop peu. On n'est pas toujours confortable non plus avec notre propre mort, avec la mort en général des gens. Vous êtes prêts, quand je dis prêt, pas nécessairement prêt, mais très proche plutôt de cette finalité-là. On évaluera est-ce que c'est vraiment une finalité. À travers le vécu, vous êtes un bon pédagogue, vous allez pouvoir, je pense, nous aider intellectuellement et émotivement à mieux comprendre ce que c'est, à travers vos yeux, votre réflexion, ce que c'est la mort. Je fais une petite parenthèse parce que les gens qui vous connaissent ont probablement vu nos émissions qui sont disponibles sur YouTube ou les amis de Télécœur. On a déjà abordé des thèmes comme le bonheur, comme la joie, la perfectibilité. Ça, c'était aussi très, très intéressant. L'amour, le plaisir, les mots à la mode, parce que je vous disais que vous étiez un amoureux des mots tout à l'heure. Puis on a fait appel à Épicure, Platon, Spinoza. Donc, on a énormément d'éléments au niveau du savoir. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on se concentre, entre autres, sur la mort. Pas tout de suite, on ne vit pas nécessairement, mais ce que j'aimerais qu'on discute ensemble. Ah ben oui, moi je suis bien d'accord. C'est entendu que pour les spectateurs, ça pourrait paraître un peu impudique, mais je le dis, je vais parler avec vous en toute pudeur. La mort ne me fait pas peur. Je ne crains rien. Je sais que dans la nature, c'est ainsi. Les fleurs d'hibiscus naissent, puis le lendemain, elles disparaissent. Et l'espèce humaine, ou l'individu, ou l'humain que je suis, est apparu par miracle, puis il va disparaître. C'est normal, ça fait partie de la nature. Moi, je suis un naturaliste. Je trouve que cette nature-là, on n'y peut rien. On doit donc s'y soumettre, mais avec joie. Moi, je regarde les enfants, par exemple, des autres pays qui sont mal pris. Mais les enfants ont toujours le grand sourire, ont toujours le goût de vivre. Même les adultes qui souffrent, quand ils ont ce qu'il faut à manger, ils ont la joie de vivre. Vivre, c'est une joie. Vivre, c'est un miracle. Alors, je le prends comme ça. Puis, mourir aussi. C'est sûr que c'est incroyable quand on arrive au bout. Mais c'est comme ça. C'est la vie. Il faut le prendre. Tout change. Et je fais partie de cette nature qui se transforme et qui change. Et je vais donc mourir sereinement. Ouais. Même si les moments qui viennent avant la mort sont parfois difficiles, il reste que dans l'ensemble,
je suis sensible davantage au moment présent, comme je le disais tout à l'heure, à la beauté. Et c'est encore une fois une très profonde joie que de sentir cette nature dont je fais partie. Là, vous savez que nos entretiens, en général, des fois, on n'était pas toujours d'accord sur certains thèmes. Moi, je vous entends, vos propos me touchent énormément, mais on s'est connus il y a peut-être une année ou deux, mais si j'avais rencontré le Jacques Sénécal à 30 ou à 40 ans, par exemple, est-ce qu'il m'aurait tenu le même discours face à la mort? Est-ce que votre réflexion face à la mort, parce qu'elle est peut-être plus imminente, elle est différente maintenant que lorsque vous aviez, par exemple, 30 ou 40 ans? Ouais. C'est entendu que la vision qu'on se fait de la mort change avec l'âge, ça Oui. va de soi. À 40 ans, à 50 ans, on n'y pense pas. Et d'ailleurs, un philosophe avait bien raison de dire que un être humain libre, un être humain heureux, pense pas à la mort, Non. pense à la vie. Puis je pensais personnellement à la vie plus qu'à la mort. Là, maintenant, je me rends compte que la vie, elle est tragique, c'est-à-dire qu'elle se termine. Elle doit disparaître. Je dois faire mon deuil de ce que j'ai vécu. Alors, ce que je ne pouvais pas faire à 40 ans, mais que je fais maintenant à 84 ans. D'autant plus que il y en a qui vivent jusqu'à 100 ans, 101 ans. Moi, je ne pourrais pas vivre autant que ça parce que j'ai une maladie, mais ce n'est pas parce que je suis vieux et ce n'est pas parce que je suis proche de la mort que je ne pense pas à la vie. Oui. La vie, c'est d'abord la chose la plus importante qui soit dans ma vie. Je pense à la mort quand je faiblis, quand je suis malade, quand je souffre. Mais sinon, je pense à la vie. Alors, c'est pas des pensées intrusives qui vous obsèdent jour et nuit, là? Non. D'accord. Non. À 40 ans, bien entendu, à 30 ans ou à 40 ans, on sait qu'on va mourir. Puis j'avais probablement la même philosophie que celle que j'ai aujourd'hui, sauf que la mort était loin. C'était loin de mes préoccupations. Alors qu'aujourd'hui, c'est une de mes préoccupations. Oui. Puis c'est parce que c'est une préoccupation que je m'accroche tant à la vie. Et quand vous dites j'y pensais, donc c'est quelque chose de cérébral. On le sait qu'on n'est pas éternel, ça, Ouais. c'est tout le monde. Hein? Ouais. Alors, on le sait au niveau de notre cerveau, donc on analyse l'information, mais lorsqu'on est plus près de la mort, on l'incarne davantage au niveau de notre corps. Là, on comprend ici il y a des limites physiques et émotivement aussi. Donc, vous parliez de sensibilité tout à l'heure. Oui. On a une sensibilité plus grande à Oui. tout ce qui se passe, puis au Oui. bonheur qu'on peut avoir. Oui, c'est pour ça. Cette sensibilité-là, vous avez plus de temps pour y réfléchir. Exact. On vous a donné peut-être un petit saut en disant, ben là, on n'est pas éternel, Monsieur Sénécal, puis on est plus près, là, justement, de la fin que du début. C'est pour ça que sans que ça vous freine dans vos réflexions, vous savourez davantage. Ben oui. Oui. C'est ce que Montaigne disait, vivre à propos. Ouais. Vivre à propos. Être opportun. Ouais. Tu sais, j'ai une belle opportunité de vivre encore, de pouvoir manger encore, de pouvoir jouir de plein de choses. Oui. Ça c'est une opportunité extraordinaire. Ouais. Tu sais. Alors, ça prend toute la place dans ma vie, Au quotidien. au quotidien. D'accord. J'avais d'autres petites questions, évidemment, que j'ai envie que vous nous donniez, j'allais dire, un peu d'espoir. On va faire un référent tout à l'heure avec l'espoir. Est-ce que vous pensez que c'est plus facile d'aborder la mort lorsqu'on est philosophe ou professeur de philosophie, parce qu'on est capable de réfléchir davantage? Est-ce que c'est plus facile ou peut-être plus difficile parce que plus complexe, parce qu'on se pose plus de questions?
Moi, je pense que c'est plus facile. Oui, Oui. je vous écoute. La philosophie m'a aidé à bien vivre, Ah, puis m'aide aussi à bien mourir. d'accord. Je ne crains pas de demander l'aide médicale à mourir. J'attends le moment opportun. Pour le moment, c'est pas le temps. J'ai encore des capacités, une énergie. Mon énergie s'est affaiblie, mais elle est toujours là. Moi, quand je parle d'énergie, je parle d'amour. Oui. D'amour qui me donne le goût de persévérer dans ma vie. Tu sais. Moi, je pense que la philosophie m'a aidé à vivre, m'aide aussi à bien mourir, mais je vais demander l'aide médicale à mourir ou les soins palliatifs Oui. quand ce sera le temps, quand ce sera opportun, mais je veux vivre au maximum de ce qui me reste à vivre. Puis là, je vous confronte encore une fois, là, parce qu'on aime ça. C'est pas de la confrontation. Mais là, C'est une belle conversation. l'aide médicale à mourir, c'est relativement récent. Vous avez Oui. vu toutes les réflexions derrière tout ça. Ben là. oui. Est-ce que, éthiquement, vous trouvez que c'est une bonne idée? Ben, moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Je trouve que c'est mourir honnêtement, c'est mourir dignement, Oui. c'est mourir enfin, librement. Oui. Je pense à ceux qui souffrent beaucoup, puis dont la vie est une tragédie insupportable. Alors, je pense surtout à eux qui ont le privilège, la chance aujourd'hui, ici en Amérique du Nord, au Québec, de demander l'aide médicale à mourir. Même moi, qui est en bonne forme encore, je peux demander l'aide médicale à mourir quand ce sera le temps. Puis je trouve que c'est de mourir dignement parce que c'est mourir volontairement. Avec une certaine lucidité. Avec la liberté. Je suis pas libre de venir au monde. Je ne suis pas libre de traverser la vie parce qu'il y a plein de déterminants. Oui. Mais je suis libre de mourir quand je vais choisir mon art. Alors ça, être philosophe et avoir cette liberté-là, ça va ensemble. D'accord. Parce qu'on n'aurait pas pu faire ça il y a une quinzaine d'années. Là. Non, mais Ouais. n'empêche que chez les Stoïciens, chez les Grecs, c'était toujours bien vu. On le faisait autrement, là. Hein? On le faisait. On se suicidait. Oui. On se suicidait. pour C'était ça pas que de l'aide médicale à mourir. Ça s'appelait pas comme ça, Non. mais on peut penser qu'on Ouais. on choisissait puis on décidait Oui, un il peu y en plus. a qui ont pris toutes sortes de moyens, Oui. des moyens difficiles. Drastiques, Il y en a un, entre violents. autres, violents. Il y en a un qui s'est noyé. Il y en a d'autres qui se sont tout simplement coupé le cou. D'autres ont cessé de manger. Oui. Bref, mais c'était leur volonté. C'était leur volonté de mourir à ce moment-là. Alors, moi, je pense que mourir volontairement, librement, c'est une chance, c'est un pouvoir qu'on a. Puis il faut l'utiliser, ce pouvoir-là. D'accord. Toujours avec bienveillance. Et Ouais. puis de toute façon, c'est balisé, c'est Exactement. réfléchi. Ben ouais. Maintenant, aujourd'hui, c'est balisé, effectivement, c'est réfléchi. Puis c'est extraordinaire qu'un État puisse, qu'un système médical, en fait, puisse nous donner cette chance-là. Oui. Ah oui, c'est fantastique. J'ai d'autres questions pour vous. Quel pouvoir pouvons-nous avoir sur la mort? Vous avez tout à l'heure mentionné et analysé certains éléments. On peut, à travers l'aide médicale à mourir, avoir un peu de liberté et de Oui, pouvoir. mais c'est entendu que la mort, c'est inéluctable. Là. Oui. On n'y peut rien. Notre raison nous dit, tout jeune, quand on apprend à raisonner par soi-même, quand on a l'âge de raison, Oui. on sait qu'on va mourir, puis qu'on ne peut pas y échapper. Alors, moi, je trouve que être naturaliste, c'est ça. Finalement, c'est de dire je fais partie de la nature et je dois me soumettre à cette nature-là. Et je ne suis pas éternelle, c'est ça. Ben,
D'accord. Vous avez tout à l'heure aussi abordé, je pense que c'est un philosophe que vous aimez bien, Spinoza. Oui. Oui. Euh, il dit quoi, Spinoza, de la mort, lui? Mais justement, lui, ce qu'il dit de la mort, c'est que euh, quand il parle de la mort, il n'en parle pas beaucoup. Parce que pour lui, il est préférable pour un homme sage, pour un homme libre, de penser à la vie plutôt Qu'à la qu'à la mort. mort. La mort, ben, c'est l'extinction de cette énergie, de ce conatus qu'appelle cette espèce de force qui qui nous permet de persévérer dans la vie. Tant qu'on a cette joie-là, cet amour-là, on pense à l'amour. Mais la mort, dans le fond, c'est l'extinction de cet amour-là, de cette joie-là. Alors, ça accompagne l'affaiblissement du corps, l'affaiblissement du cerveau, l'affaiblissement de tout ce dont on est constitué. Puis, est-ce que ça, cette façon-là de réfléchir vous interpelle avec Spinoza ou avec Avec d'autres? Spinoza, ce qui m'a le plus interpellé quand je le lis, et je le lis encore, c'est la joie de vivre. OK. C'est la liberté qu'il cherche tout le temps. Puis c'est aussi les multiples obstacles qu'on a à la liberté. Il faut les éliminer, ces obstacles-là. Il faut se libérer soi-même de son propre ego, de son propre moi. On en a parlé déjà. Oui. Alors, c'est pour ça que que j'aime Spinoza. Mais sur la mort, il n'en parle presque pas parce que pour lui, dès que tu es vivant, tu as une énergie, un amour pour la vie. Puis là, vous parlez de se libérer. Se libérer même d'objets, Se de ce qui nous libérer, embourbe. se libérer de ce qu'on pourrait appeler des déterminants qui viennent de l'extérieur, qui viennent de l'intérieur, qui viennent de... Spinoza ne parle pas d'inconscient, là, mais Freud en a parlé Oui. par la suite. Mais on est déterminé autant par l'extérieur que par l'intérieur. Puis il faut que la raison soit capable de saisir ces déterminants-là, puis de dire je m'en débarrasse. Je sais pas moi, par exemple, si j'ai un délire intérieur, ben, le sachant, il faudrait que je m'en débarrasse. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire mais qu'il faut approcher, approcher les délires, les choses irrationnelles d'une manière rationnelle. C'est la raison qui va nous permettre de voir ce qu'il y a d'irrationnel en nous. C'est fou à dire, mais c'est presque ça. Ah oui. C'est le rationnel qui va me permettre de saisir ce qui n'est pas raisonnable et ce qui est délirant, ce qui est irrationnel. Je le disais tantôt, Einstein disait ce qui était le plus extraordinaire, c'est de savoir que cette nature-là soit compréhensible malgré ses mystères. Tu sais. Là, vous avez parlé de déterminants, déterministes et tout ça. Pensez-vous... Mais je pourrais en parler pendant longtemps des déterminants et déterministes, parce qu'on est constamment bousculé Oui. par la publicité, par toutes sortes de propagande fine, un peu plus caricaturale de temps Ouais. en temps, mais on est toujours déterminé, puis on est déterminé de l'intérieur aussi, parce que très jeune, on absorbe, on a ce qu'on appelle plus tard des préjugés, les lieux communs sont en nous, puis c'est déterminisme intérieur. Il faut donc arriver, grâce à notre raison, de saisir que ces déterminismes-là, ben, il faut s'en débarrasser. Il faut apprendre à penser par soi-même. C'est ça la philosophie, finalement. Oui. Est-ce que ça veut dire alors que on peut penser que l'approche de la mort ou la réflexion face à la mort est plus facile ou plus difficile pour les hommes que pour les femmes? Faites attention à ce que vous allez dire. Là.
Mais j'avais ça comme réflexion Ben en me oui, disant, là, ben, il y a l'aspect émotif, il y a l'aspect ben, rationnel. Les hommes et mais, les femmes, on n'est pas fait mais pareil, là. moi, je pense qu'il n'y a pas de différence entre les deux. D'accord, expliquez-moi. Euh, Quand il est question de raison humaine, Oui. la raison est au féminin, mais la raison n'a pas de sexe. Puis quand on parle de philosophie, la philosophie est un mot féminin, mais la philosophie n'a pas de sexe. Mais c'est entendu qu'au fil des ans, avec les cultures différentes, il y a eu de la misogynie, ça, je suis complètement d'accord avec vous, mais on s'en défait aujourd'hui. Comme aujourd'hui, on parle d'aide médicale à mourir, mais on parle de plus en plus d'égalité entre ceux qui sont différents les uns des autres. Ben, en ce qui concerne la mort, on fait tous partie de la nature, donc il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. En tout cas, moi, je n'en vois pas. Peut-être que les femmes ont un regard particulier. Moi, je trouve, en tant qu'homme, qu'il n'y a pas de différence entre les deux. Je suis universaliste là-dessus. Là. Est-ce que vous avez déjà, M. Sénécal, parlé avec soit des hommes ou des femmes dans les derniers mois, la dernière année, de mort ou de votre propre mort avec Ah, des gens autres que des gens de votre famille? non, pas beaucoup, parce que de manière générale, les gens que je fréquente, beaucoup dans le domaine de la santé, ne veulent pas parler de mort. C'est drôle parce que ça me semble que ça n'a pas de bon sens. Ben oui. Je sais bien que ça- On a une pudeur, on a un inconfort. Ils veulent pas parler de ça. On ne veut pas en parler longtemps en Non, plus. non. Dites-moi pourquoi. Ben moi, j'ai l'impression que ces gens-là qui sont en santé vont pour la santé. Ils veulent à tout prix que l'individu reste en santé le plus Et reste en longtemps vie. possible. OK. Alors, parler de mort, c'est parler d'un échec Ah, pour eux autres. Moi, je pense comme ça. Tu sais. Puis j'ai parlé avec des urgentologues. oui. Puis pour eux autres, quelqu'un qui meurt devant eux, C'est un c'est un échec. Il faut que l'homme, l'être humain vive. Il faut que le malade revienne. Oui. Alors, ils ont la vie comme obsession. Mais la mort, c'est un échec. Moi, c'est comme ça que je l'interprète, en tout cas. Mais avec mes enfants, avec ma femme, je peux en parler sans problème. Avec des neveux, nièces. Mais avec les gens du monde hospitalier, c'est presque interdit. C'est presque tabou. Parce que pour eux autres, la mort, c'est un échec. Puis est-ce que vous croyez que, comme société, on est relativement à l'aise avec la mort? On a parlé de l'aide médicale à mourir, c'est quand même une belle Là, réussite. on devient plus proche, plus philosophiquement proche de la mort en tant que société. La société progresse. Oui. Les sociétés progressent, en tout cas la nôtre. Elle progresse bien, assez bien en tout cas. Mais c'est pas le cas dans toutes les civilisations. C'est pas le cas dans toutes les cultures. Est-ce que toutes les cultures se valent? Moi, je pense que non. Moi, je pense que la culture grecque, par exemple, était supérieure à d'autres à cette époque-là. Mais la culture égyptienne aussi était supérieure à d'autres qui étaient à cette époque-là. Alors, je trouve que notre civilisation, notre culture nord-américaine, francophone notamment, moi, je la trouve plus valable que celle des Hongrois, par exemple. Là, tu sais. On est plus progressiste, Oui. moins rétrograde. C'est dans ce sens-là que je dis que notre culture ou notre civilisation est davantage plus positive. Et est-ce qu'on est plus lucide face à la mort? Est-ce Moi, je qu'on... pense que oui. Moi, je pense que oui. On est plus lucide sur les notions d'égalité. Le système nord-américain, en général, ou occidental, mais je dirais plus nord-américain, j'embarque là-dedans les États-Unis, avant que Trump prenne le pouvoir, là.
les scientifiques étaient extrêmement avancés, là. Puis l'aide médicale à mourir, pour prendre ça comme exemple, c'est réalisé ici, au Québec, au Canada, mais il y a plusieurs États où ça pourrait l'être aussi. Mais il y a des tiraillements de toutes sortes. Mais moi, je trouve qu'on est avancé, effectivement. Je ne sais pas si je réponds correctement à votre question. Mais j'en ai d'autres, évidemment. Si vous nous le permettez, puis si vous me permettez, vous avez parlé de d'autres civilisations. Si on parle de religion en lien avec la mort, vous avez nommé que vous avez 84 ans, donc vous êtes dans un espace où la religion a pris beaucoup plus de place que moi, par exemple. Comment on peut l'aborder? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui fait que, oui, on va être progressiste, mais est-ce que dans un contexte de mort, nos préceptes de religion reviennent, ou au contraire, à travers le fait de vouloir être relié à la nature, tout ça part un peu là, avec le temps? Moi, oh. Intéressant comme question. C'est entendu que pour faire les choses vite, quand on est devant un corps ou quand on est devant une urne, on se dit entre nous, il est peut-être bien là où il se trouve. Ouais. On se console de cette façon-là, d'une manière superficielle. Oui. Moi, personnellement, je ne suis pas croyant, mais c'est pas le temps de faire de la philosophie athée devant un cercueil. Alors, je dis comme tout le monde, c'est-à-dire que j'utilise des lieux communs, quoi. Parce que je ne veux pas bousculer personne, là. Mais je me rends compte de plus en plus que les gens sont comme moi. Autrement dit, on est tous un peu plus ou moins croyants. Puis, on continue à utiliser les bonnes vieilles locutions du passé. Là. Parce qu'il y a quand même un façonnement important de plusieurs décennies, là, de siècles. Oui, mais qui vraiment aujourd'hui, j'en connais qui sont sûrs d'aller au ciel, ou sont sont pas sûrs d'aller en enfer, mais sont sûrs d'aller au ciel. Puis je pense à mes beaux-parents, puis à des parents qui disent, bon, elle est morte, mais elle a rejoint son mari, bon, des choses comme ça. Vous y croyez à ça? Non. Non. Ben non. Je ne crois pas à ça, mais je peux le dire. Ah oui. Parce que ça apaise de dire ça? Ouais. Parce que ça bouscule personne. Oui. Ça bouscule personne. La philosophie, c'est bousculant. Oui. Alors, on a beau en faire tous les jours, mais il y a des moments où on se retient. Puis c'est entendu que devant un cercueil, on se retient de faire de la philosophie et on en profite pour utiliser les locutions qui sont utilisées par tout le monde. Il a fait un beau voyage, il s'en va dans un meilleur monde, et ainsi de suite. Donc, il y en a plein. Donc c'est poli. On reste poli, oui. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ou dire d'autre en étant toujours poli, mais en exprimant autre chose? Moi, je trouve que quand ma fille, j'ai une fille qui est morte du cancer, elle avait 53 ans. Puis, dans mon hommage à ma fille, j'avais écrit « Violaine est redevenue ce qu'elle était avant, pour toujours. Ouais. Elle est redevenue cendre comme elle l'était. Tu sais. Elle est retournée dans la nature. C'est juste. Oui. C'est juste. Alors, il y avait quelque chose de réel. Oui. Mais là, lorsque, par exemple, quand vous décéderez, est-ce qu'on pourra dire il est allé rejoindre sa fille? On pourrait le dire, puis ça serait poli et réconfortant. Ça serait poli et réconfortant,
Parce que dans le fond, on retourne tous dans la nature. Oui, Alors, on peut toujours le dire, oui. mais ça ne signifie pas qu'on a rejoindre quelqu'un au ciel. Mais il y en a plusieurs qui pensent que c'est vrai pour vrai. Et il y a des saints, des personnages importants qui étaient convaincus d'aller rejoindre leurs frères Oui. et leurs sœurs. Puis ça nous réconforte. Oui, oui, De c'est savoir, même si c'est réconfortant, un ça peu console, imaginaire. ça console. Oh, oui, Ouais. c'est réconfortant. Ouais. Puis aujourd'hui, ben, ça reste poli. Tu sais, c'est une politesse, là. Moi, c'est un peu comme ça que je vois les choses. D'accord. Sans aller dans les détails, Monsieur Sénécal, est-ce que vous êtes quelqu'un qui avait procédé déjà à vos préarrangements, par exemple? Est-ce que Ah, ouais. vous avez déjà Tout ça est fait. planifié tout ça? Oui, oui. Avec ma femme, on a tout planifié ça. Oui? Ah oui, ben oui, certainement. J'ai même planté un chêne rouge Bon. où mes cendres vont être Pas très loin déposées. d'ici. Oui? Ouais, ici même. Oui? Ouais. Oh, ouais, oui. Puis ça, Oui. on procède comment? Est-ce que c'est vous qui avez initié auprès de votre nous amoureuse? autres, ma femme et moi, on s'est entendus. Moi, dans mon cas, j'ai planté un arbre, mais on va mettre des cendres, là, mais on va garder quand même que les cendres, ça se garde Oui. dans une urne. Oui. Puis on va mettre son urne et la mienne ensemble au cimetière ici à Nicolette. Là. D'accord. Tout est arrangé. Tout est payé, tout est arrangé, Ouais, tout est ouais, ouais. organisé. Tout est payé, tout est arrangé. Est-ce qu'on devrait faire ça comme société? Est-ce que, parce que des fois, la publicité nous amène à vouloir Ouais. faire des rituels, puis payer maintenant parce que ça va être bien trop cher dans 10 ans, puis tout Ouais, ça, là. moi, je trouve qu'on devrait le faire, Oui. mais qu'on devrait le faire de manière coopérative. Alors que maintenant, il y en a peu, il n'y a pas beaucoup de coopératives. Et nous, il a fallu faire affaire avec des privés. Oui. OK. Ici à Nicolette. Mais j'aurais aimé ça, que ce soit plus coopératif, plus social. Est-ce que vos enfants savent que vous avez fait Oui, toutes oui, ces démarches-là oui, oui, aussi? oui, oui. Comment vous l'avez abordé avec votre famille aussi, vos enfants? Ben, de manière tout à fait simple, là, avec mes enfants, je suis tout à fait transparent et je leur ai dit, Daniel et moi, on a fait ça, ça, ça. De toute façon, on avait passé par la tragédie de la mort de ma fille Oui. et leur sœur. Puis on avait déjà, justement, ça nous avait... elle est morte pendant la pandémie en 2020 d'un cancer. Heureusement que c'était pendant la pandémie parce que l'oncologue a permis que les soins palliatifs qu'elle devait recevoir, ça se fasse chez elle plutôt qu'à l'hôpital. Oui. Ça avait été fait à l'hôpital, on n'aurait pas pu l'avoir. Alors, on en a parlé beaucoup. Donc, en cette cette expérience-là période-là. Cette expérience-là vous a nous servi, là. Ah oui, beaucoup, beaucoup. OK. Pas juste dans l'analyse, Ah, là, non, pas juste dans beaucoup. la philosophie, Ah, non. mais dans le savoir, Ah le oui, savoir-faire, beaucoup, là. beaucoup, beaucoup. OK. D'après vous, on est vers la fin de notre entretien. Qu'est-ce qu'on devrait apprendre de la mort? Et qu'est-ce que vous voudriez léguer de votre propre mort? C'est une grande question, là. Moi. Là, vous avez des livres. Là. On Ouais, sait ouais, qu'on... je sais, j'ai des livres, mais maintenant, je me débat. Je suis capable de penser un peu par moi-même. Oui, j'en doute Puis, pas. moi, je trouve personnellement je sens une certaine inquiétude pour la civilisation qui s'en vient, Oui. qui va nous déterminer beaucoup, qui va être déterminée par l'intelligence artificielle. Et ça, il y a beaucoup de flou autour de cette intelligence artificielle. Et ça, je crains que ça devienne important, trop important. Et je crains surtout qu'on se mette à croire, non pas à savoir, mais à croire dans l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle va devenir un peu l'objet d'une future religion, d'une foi nouvelle. Je crains ça. Oui. Alors, moi, si j'ai un legs à laisser, c'est que l'être humain
devrait toujours mettre sur son chemin la vérité, la recherche, la compréhension, la connaissance, autrement dit. La connaissance pour chercher la vérité. Dans le fond, être sage, c'est quoi? C'est un amour de cette vérité-là. Oui. C'est de chercher cette vérité-là. Et on la cherche, elle est difficile à trouver, mais on continue à la chercher. Aujourd'hui même, là. Oui. Aujourd'hui même. Puis le problème, le danger qui peut y arriver, c'est que l'intelligence artificielle prenne notre place. Ça, je crains ça. Pour moi, c'est une inquiétude. Alors, je souhaiterais, je lèguerais la chose suivante. Continuons à combattre pour rester vigilants puis connaître toujours de plus en plus les choses telles qu'elles sont. Mais pour ces raisons-là, il faut aussi s'entourer de gens crédibles. Il faut continuer de communiquer. Ah ben oui, ben oui. Bon, il y a la virtualité, il y a tout ce qu'on peut aller chercher justement avec l'intelligence. Oui. Mais il faut quand même continuer à aller près des gens. Exactement. Des gens qui vivent pour vrai, là. Pas des... Oui. C'est pour ça que la communication, les échanges... La coopération. La coopération, c'est d'une très grande importance parce que c'est là qu'est l'être humain. C'est là que se trouve l'espèce humaine. Oui. L'intelligence humaine, la conscience humaine. Ce n'est pas dans l'intelligence artificielle, on peut toujours l'envoyer ailleurs, mais qu'on garde ici les différences, la sensibilité de cette espèce humaine. Oui. Alors, vous avez parlé tout à l'heure d'être progressiste. Je pense que comme société, on a fait des beaux et des grands progrès. On a, pas très loin de nous, peut-être justement l'intelligence artificielle qui peut, on ne le souhaite pas nécessairement, mais nous faire un peu tendre vers des ailleurs. Il faudrait que l'intelligence artificielle nous aide. Oui. Alors, on va essayer de trouver une façon-là, de la baliser, même à travers des politiques, par exemple, mais des structures qui sont importantes. Puis, il y a aussi le fait que on ne se préoccupe pas assez de notre situation dans la nature. Oui. On se prend encore pour les maîtres et les possesseurs de la nature, alors que nous sommes immergés dans la nature. Et ça, il faudrait que ça reste On change en nous. notre façon de réfléchir. On en est vers la fin de notre entretien, mais j'avais choisi, puis j'avais le goût de vous exprimer quelque chose parce que depuis le début de nos rencontres, parce que vous avez été professeur, enseignant, et je vous avais dit que j'avais des gens qui étaient importants dans ma vie, même qui m'ont enseigné au primaire, au secondaire, même au cégep à l'université, qui ont été importants, mais je m'en suis aperçue un peu tard, des fois 10 ans plus tard, des fois 15 ans plus tard, des fois. Et je m'étais dit, mon Dieu, je ne dérangerais pas mes professeurs pour rien en leur disant ils m'ont probablement oublié. Et vous m'aviez dit, comme un grand sage, Dominique, ne sous-estime pas l'apport, même si c'est plusieurs années plus tard, qu'un professeur a pu avoir. Donc, va à la rencontre de ces gens-là, s'ils sont disponibles, à t'écouter. Moi, mon objectif, c'était pas de les déranger, puis en me disant, mon Dieu, peut-être qu'ils ne se souviennent pas du tout de moi. Je vais faire la même chose avec vous. Moi. Ça fait pas longtemps qu'on se connaît, nous autres. Je ne vous ai pas connus à 30, à 40, à 50, à 60 ans. Nous autres, ça fait peut-être une année et quelques poussières qu'on se connaît. Puis se connaître lorsqu'on fait des entrevues. Oui. On n'a jamais soupé ensemble, nous autres. Là. Non. Mais j'ai envie de vous donner ce que je vais vous donner maintenant. Ah, ben, d'accord? allez-y, ça me fait plaisir. Je vais essayer de retenir mes émotions. Donc, notre rencontre, elle est récente. Monsieur Sénécal, mais elle a pris une place excessivement importante dans ma tête, au niveau de l'analyse, dans mon corps, parce que des fois, je suis un peu intense dans la façon dont je veux créer puis confronter des idées, et dans mon cœur aussi, la même chose, parce que votre éventuel départ m'attriste. J'ai pas envie que vous partiez. Je le comprends dans ma tête, mais un petit peu moins dans mon cœur. Je vais vous dire que les rencontres m'ont fait beaucoup de bien.
Ils m'ont réellement fait du bien. Puis elles m'ont apaisé, ces rencontres-là, parce qu'on a fait appel à mon intellect. Puis ça m'a aussi beaucoup touchée. Je me sentais plus solide pour affronter mon quotidien parfois en me disant, il me semble que je suis allée valider certaines informations, puis je me sentais plus sûre de moi à travers mon quotidien. Je vous l'ai dit, je me sentais apaisée par mes propos, puis j'ai appris aussi que l'humour, c'est une manifestation d'amour. Ah, ben oui. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que on faisait le référent avec l'ironie, en fait, aussi en se disant, ben, il y a l'humour qui peut être intéressant, il ne faut pas ironiser puis faire du mal, mais cet humour-là, c'était une belle manifestation d'humour parce que souvent, on blague, mais c'est parce qu'on aime les gens. Oui. Hein? Ça, Ben je trouvais oui. ça très, très intéressant. Vous l'avez nommé tout à l'heure, mais le bonheur, c'est le moment présent. Ça aussi, je trouve que ça m'aide pas à apprivoiser la mort, parce qu'on dirait que je veux pas y penser tant que ça non plus à ma propre mort ou la mort des gens autour de moi. Je suis pas différente des autres, mais de savourer et aussi avoir accès à des petits bonheurs. Des fois, puis vous l'avez nommé, espérer, c'est le contraire du bonheur. Oh, oui, Parce qu'on absolument. se projette vers quelque chose, Ouais, ouais. mon Dieu, qu'on attendons nos vacances, puis qu'on attendons notre voyage, puis qu'on attendons plein de choses. Alors que maintenant, j'espère pas du tout, j'espère rien. De moins en moins, en tout Ben, cas. j'espère pas. Vous êtes là. Oui. On est ensemble. Oui. C'est un moment extraordinaire. On vit quelque chose de Ben beau, là. oui, c'est super. OK. Alors, ça, je pense que c'est une belle maturité puis un beau leg que vous m'avez donné. Et je termine ceci en disant, puis en souhaitant, continuer à faire voyager aussi d'une région à l'autre. Parce qu'on est dans une télé communautaire ici, là, à Nicolet, mais j'aimerais que vos réflexions, que votre analyse, que vos propos intelligents, j'allais dire sobres, sages et inspirants, continuent aussi à faire réfléchir les gens et peut-être tasser un petit peu plus d'intelligence artificielle. Ça se pourrait, ça? Ah, pourquoi pas? Pensez-vous que ça se peut? Je ne sais pas. Oui, Je ne sais pas. C'est des questions qu'on va se poser. oui. Puis, une bonne nouvelle, c'est que je ne sais peut-être pas toujours présent, mais les cafés philo Oui. qui ont commencé à Trois-Rivières en Exact. 2012, on est rendu à notre 204e. Il va avoir lieu à partir du 23 septembre. Ça continue à chaque 2 semaines. Et c'est l'endroit où on se retrouve 20, 25, 30 personnes, où on discute, où on combat pour rester libre. Oui. Ça, c'est bien important que ça continue. Puis c'est ça que ça prend, les rencontres. Oui. Tu sais, des rencontres comme on en a aujourd'hui, mais des rencontres comme vous avez avec vos élèves, puis des rencontres qu'on doit multiplier entre nous. Puis la discussion, il ne faut pas avoir peur d'aborder des problèmes difficiles Oui. qui sont les nôtres. tu Oui. sais. Alors, on continue de vivre. On continue d'être dans le bonheur, de vivre quelque chose de bien. Puis on continue aussi d'aborder des thèmes parfois difficiles, difficiles puis inconfortables parce que, on le voit, là, je vis une belle émotion que je n'ai pas envie de retenir, mais l'inconfort parfois nous fait vivre des choses un peu plus difficiles. Oui. Vous le nommiez tout à l'heure. Et on tasse ça assez rapidement. On ne veut pas toujours la confronter, cette mort-là, ou des sujets Ben un peu non, plus j'ai difficiles. j'ai entendu que j'ai même la chance, je me dis ça souvent, j'ai la chance d'être vieux, d'être malade, puis d'être vivant, puis de pouvoir considérer cette mort-là comme étant proche, Ouais. mais la considérer d'une manière intelligente, avec toute ma raison. Exact. Je suis chanceux de pouvoir passer ces moments-là, ce présent-là, qui est fantastique, qui est une belle grande joie pour moi. Merci. Vraiment, c'est le mot qui me vient en tête parce que merci pour cet entretien-là. Merci pour le temps que vous nous avez accordé. Merci pour vos réflexions, nos confrontations. Tendre confrontation, évidemment. Ouais, et merci de nous avoir apporté énormément ici et à moi aussi. En tout cas, j'espère que ça me touche. Vos remerciements me touchent.
Puis j'espère que les auditeurs prendront bien ces confrontations-là ou ces échanges-là qu'on a tous les deux. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci pour cette, cette présence-là. J'espère que le contenu, émotif même, a pu vous être utile. Alors, au plaisir et à bientôt. Nous voudrions vous dire merci simplement. Merci pour vos enseignements transmis avec passion, patience et sincérité pour Télécœur. Vous ne vous êtes jamais contenté de nous transmettre des idées. Vous nous avez appris à penser par nous-mêmes, à douter, à chercher, à ne pas craindre les sujets délicats comme la mort. Vous nous avez montré que la philosophie n'est pas un discours abstrait, mais une façon de vivre, de regarder le monde avec lucidité et espérance. Aujourd'hui, alors que vous approchez de la fin de ce chemin, nous voudrions que vous sachiez que votre voix continue de résonner en nous. Chaque fois que nous osons questionner, chaque fois que nous cherchons la vérité dans ce monde en mouvance, ce seront vos réflexions qui nous viendront en tête. Merci pour tout ce que vous avez semé. Vous avez changé des vies, dont la mienne, et cela, la mort ne pourra jamais l'effacer. Avec toute ma gratitude et mon respect, Dominique Boily. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté.